Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire dédié à une des stratégies du non-coté, qui est la dette privée. Je vous propose d'attendre quelques minutes le temps que les retardataires se connectent et on commencera d'ici 1 à 2 minutes. Bon, je vous propose de commencer. On ne va pas pénaliser les bons élèves qui sont arrivés à l'heure. On est ravis de vous retrouver, effectivement, comme je le disais à l'instant, pour ce nouveau webinaire. On a, il y a quelques semaines, fait un très joli webinaire sur la stratégie du co-investissement. Où on vous a présenté un joli dossier qui s'appelle Sano, qui est encore disponible sur la plateforme PAMS. Et l'objectif aujourd'hui, c'est d'évoquer une stratégie dont on entend beaucoup parler, qui est la dette privée. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on puisse vous donner un petit peu les clés de lecture, les clés de compréhension de ce marché qui est en train d'exploser, et on l'évoquera tout à l'heure, qui est pas un marché récent, hein, qui existe depuis plusieurs années. Et j'ai la chance aujourd'hui, pour pouvoir parler de ce sujet, d'avoir deux experts à mes côtés. Thomas Drieux, donc directeur associé au sein de la maison PAMS, et Aurélien, qui est partenaire chez Ares, qui est un des plus jolis fonds de dette privée mondiale, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous ce matin. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour Hervé. Bonjour Bonjour Aurélien. Hervé, bonjour à tous. Donc, l'objectif à travers ces webinaires, et ça a toujours été la volonté de PAMS et sa création, c'est de vous apporter le maximum d'informations, de pédagogie sur toutes les stratégies du non-coté, puisqu'on parle beaucoup de private equity, mais dans le private equity, il n'y a pas que l'equity, il y a bien évidemment d'autres choses, la dette privée notamment, qui est effectivement un instrument financier qu'on aime beaucoup au sein du groupe, de 3IM, puisque c'est l'instrument financier qui est le plus utilisé depuis maintenant 25 ans au sein des différentes filiales du groupe, de 3IM. Je remets juste un petit peu de contexte pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien. PAMS est donc une filiale du groupe, de 3IM, qui aujourd'hui est un groupe composé d'une centaine de collaborateurs. C'est plus de 2 milliards d'euros d'encours sous gestion. C'est 5 filiales qui répondent à des besoins différents de vos clients qui souhaitent se positionner sur la classe d'actifs du non-coté, avec des investissements sur des PME et TI françaises au sein de la filiale historique du groupe, donc 1, 2, 3e société de gestion. Et puis après, le nouveau-né, j'ai envie de dire, donc PAMS, qui fête sa première bougie avec plus de 330 millions d'euros de levée en un an, et qui est donc notre filiale dédiée à la multigestion. L'objectif, c'est de vous ouvrir les portes du non-coté international, des plus grands gérants de dette privée, de private equity internationaux, à travers une plateforme digitale de premier plan. Ça, c'est le premier point, mais et surtout avec une équipe dédiée à la sélection des fonds. Et c'est ce qui fait toute la force aujourd'hui de PAMS dans cet environnement qui est très concurrentiel. Et donc, à travers cette filiale PAMS et les équipes de Thomas notamment, on veut vraiment vous apporter encore une fois le plus de formation, d'informations sur le segment. Comme vous le savez, c'est aujourd'hui
l'environnement de marché est à la fois très compliqué, hein. Le private equity est chahuté depuis 2 3 ans. Les levées sont plus compliquées, les remboursements des fonds historiques sont compliqués. Il y a de plus en plus de fonds qui sortent. La démocratisation est en marche, vous en entendez parler tous les jours. Et ben, l'idée, c'est de savoir comment on s'y retrouve là-dedans, puisque j'ai l'impression que tous les jours, un nouveau fonds sort. Tous les jours, on s'adosse aux meilleurs gérants du marché, avec toujours plus de milliards en jeu. Et souvent, à la fin, moi, j'ai le même constat quand je discute avec vous, c'est que vous me dites, Hervé, je suis un peu perdu, je ne sais pas où aller. On parle de dette privée, on parle d'equity, on parle de seniors, on parle de dette mezzanine. Voilà, comment je fais pour m'y retrouver dans cet univers un petit peu barbare aujourd'hui? C'est une classe d'actifs qui est effectivement nouvelle pour certains d'entre vous. Et donc, c'est vraiment tout le sens et toute la mission de PAM, c'est vraiment d'essayer de vous accompagner, d'essayer d'avoir le plus de pédagogie, encore une fois, j'insiste là-dessus, à travers les différentes stratégies de nos côtés qui se valent pas, mais qui doivent cohabiter ensemble dans une allocation patrimoniale diversifiée. Et ça, c'est extrêmement important. Donc voilà, pourquoi choisir PAM? Je l'ai un petit peu évoqué. Encore une fois, c'est pas l'objet du webinaire de ce matin, mais juste rappeler que voilà, PAM, c'est une plateforme digitale adossée à un groupe qui compte une centaine de collaborateurs. C'est 330 millions d'euros de levée en un an. Et c'est avant tout des fonds de premier plan qui ont été sélectionnés par les équipes de Thomas en fonction, on va dire, des momentum de marché. Et effectivement, on l'a évoqué en introduction, et on l'évoquera surtout juste après, on pense que la dette privée est une stratégie d'investissement à avoir dans un portefeuille de nos côtés, de par l'environnement de marché que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est relativement compliqué, pouvoir s'adosser à la dette privée, avec notamment cette notion de distribution de coupons, peut être relativement rassurant pour un investisseur privé, surtout en ce moment. Donc voilà le genre de stratégie qu'on va retrouver sur la plateforme. Tout comme le secondaire, ça fera l'objet d'un prochain webinaire d'ici la fin de l'année, qui est également une stratégie que Thomas et ses équipes aiment beaucoup. Et on a la chance de pouvoir avoir les meilleurs gérants de secondaire également disponibles sur la plateforme. Donc, encore une fois, vous l'avez compris, PAM, c'est vraiment une maison de recherche, c'est une plateforme digitale, mais c'est surtout, encore une fois, des équipes qui sont à vos côtés pour structurer ensemble des allocations en non-côté pour le compte de vos clients. Parmi effectivement tous ces fonds de non-cotés, hein, que vous voyez tous les jours, les équipes de Thomas ont sélectionné Ares, qui effectivement, comme je le disais tout à l'heure, fait partie des plus belles maisons de gestion, notamment avec ce prisme sur la dette privée. Et j'ai la chance, et on a la chance aujourd'hui d'avoir Aurélien, encore une fois, et je l'en remercie voilà, qui va nous donner un petit peu, qui va nous présenter bien évidemment sa maison, mais qui va également nous donner les clés de lecture un petit peu de ce marché et voir comment Ares, lui, arrive à naviguer dans ce marché qui est, encore une fois, assez perturbé, comme je l'évoquais tout à l'heure. Aurélien, je te laisse la main sur la présentation. Il y a ton micro qui est coupé, Aurélien, pardon. Je me permets de te couper. Pardon, oui, merci. Merci Hervé, ravi de vous rencontrer ce matin et d'avoir la possibilité d'échanger et de vous présenter Ares. Alors, déjà d'un point de vue technique, Hervé, je n'ai pas la main sur la présentation. Voilà, merci beaucoup. Peut-être déjà commencer par vous dire qui nous sommes. Ares est une société qui a été créée en 1997. Comme indiqué, dans l'introduction, nous sommes un pure player dans le marché des alternatifs. Alors, ce qu'on appelle les actifs alternatifs, c'est les actifs non cotés. Nous gérons aujourd'hui aux alentours de 550 milliards de dollars d'actifs répartis sur 4 ou 5 grandes stratégies, dont le crédit, qui va nous intéresser aujourd'hui, mais à côté desquelles on va retrouver d'autres stratégies connues du monde du non-coté, qui sont l'immobilier, l'infrastructure, le private equity et le secondaire, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Nous sommes une société cotée, nous avons fait notre IPO en 2013. Les équipes d'Ares restent néanmoins très investies dans l'equity de la société de gestion. Nous sommes plus de 4000 employés répartis aux États-Unis, en Amérique
de manière plus globale en Europe et en Asie, avec une multitude de bureaux. Vous voyez toutes les petites pastilles bleues sur la carte qui représentent une force et une infrastructure locale très différenciantes. Et on va revenir sur ces éléments-là. Avant de continuer sur la présentation, peut-être quelques mots d'introduction personnelle. Donc, je suis Aurélien Lozisser, je suis associé dans l'équipe européenne de Direct Lending d'Ares. Je travaille chez Ares depuis 2011, donc je suis dans ma 15e année professionnelle avec la firme. En 2011, quand j'ai rejoint Ares, la société gérait aux alentours de 50 milliards de dollars d'actifs sur le monde entier. Donc, on en génère aujourd'hui 10 fois plus, ce qui vous donne déjà un aperçu de l'attractivité du marché. C'est son énorme croissance sous-jacente, mais nous reviendrons sur cet élément-là. Et avant de travailler chez Ares, j'ai commencé ma carrière en 1998 à la Société Générale à New York. J'ai travaillé chez ING à Paris, j'ai travaillé chez CIBC, qui était une des banques leaders canadiennes à Londres. Donc j'ai eu une expérience internationale très importante et à chaque fois dans ces institutions de premier plan, j'ai animé des bureaux de leverage finance. Et on peut prendre 2 minutes là-dessus parce que ça explique véritablement l'émergence des fonds de dette. Historiquement, les banques étaient les financeuses de la vraie économie, ce qu'on appelle le mid-market, là encore un terme dont on va parler un petit peu plus tard dans la présentation. Le mid-market, c'est un marché très vaste avec des entreprises diverses, des petites entreprises qui font 5-7 millions d'euros d'EBITDA, donc des valeurs d'entreprise aux alentours de 50 millions, jusqu'à des sociétés un petit peu plus grosses avec 100-150 millions d'euros d'EBITDA, c'est-à-dire des valorisations aux alentours du milliard, voire 2 milliards. Donc c'est un marché qui est excessivement large, qui historiquement était plutôt bien financé par les banques, mais ces dernières ont de manière régulière se sont désintéressées de ce marché-là. Et elles se sont désintéressées pour plusieurs raisons. D'abord, elles se sont concentrées sur un marché de financement à destination des plus gros émetteurs, celle pour lequel il y a un marché coté, donc coté dit non privé, où les dettes peuvent s'échanger comme les actions, alors que les entreprises de taille plus modeste, elles, n'ont plus intéressé ces banques qui ont été pénalisées par des coûts du capital plus importants, par des réglementations croissantes, en particulier au moment de la grande crise financière de 2008 et 2009. Et fondamentalement, ces banques ont eu de plus en plus de mal à attirer les talents, à attirer les équipes. Et moi, j'ai vraiment vu ça avec ma position de premier plan. En 2009, au moment de la grande crise financière, je me suis lancé dans une aventure entrepreneuriale qui consistait à accompagner ces sociétés du mid-market, soit pour lever de la dette, ce qui était absolument compliqué compte tenu de la conjoncture de l'époque, ou également dans les restructurations des dettes existantes avec les créanciers. Et à ce moment-là, j'ai vu effectivement émerger en Europe, puisqu'à ce moment-là, je travaillais à Paris, l'émergence de nouveaux acteurs comme Ares, qui étaient des gérants d'actifs, qui levaient de l'argent dans le monde institutionnel et qui venaient apporter cet argent en prêt à ces fameuses entreprises du mid-market. Alors évidemment, pour des gens comme moi qui à l'époque étaient conseils, qui souhaitaient arranger des transactions, on les voyait arriver avec beaucoup d'espoir compte tenu de l'extrême difficulté à l'époque de mettre en place des financements bancaires. Donc le premier facteur de pénétration de ces produits a été effectivement une approche très différente du marché où les gérants ont compris que derrière les entreprises, il y avait des chefs d'entreprise, que ces chefs d'entreprise avaient une attention toute particulière au développement de leurs entreprises, qu'eux-mêmes avaient de temps en temps des opportunités de croissance externe, qu'ils avaient besoin d'avoir des acteurs réactifs
qui pouvaient leur dire en fait assez facilement si on pouvait les accompagner ou pas. Donc c'était véritablement une nouvelle approche du financement qui a été mise en place et qui a permis l'émergence de cette classe d'actifs. Donc comme indiqué, nous on a vu chez Ares l'évolution de ce marché, puisqu'on était créé en 1997 aux États-Unis. On était d'ailleurs à l'époque le véhicule qui gérait les stratégies de crédit d'un autre gros fonds que vous connaissez certainement, qui s'appelle Apollo. On a pris notre indépendance en 1997. Aujourd'hui, les sociétés n'ont plus aucune attache et sont indépendantes. Et nous avons donc commencé véritablement à nous développer sur le crédit. Donc, je vous ai dit, on gère 575 milliards de dollars d'actifs. Le crédit, donc cette stratégie que vous voyez à gauche, c'est 375 milliards. Donc, c'est un pilier, c'est le core business d'Ares. Et dans le crédit, on a plusieurs types de stratégies, mais celle qui va nous intéresser, c'est le direct lending. Et Hervé, si tu peux passer à la slide d'après, parce que j'ai toujours pas la main. Cette slide va vous présenter la répartition de ces 275 milliards de dollars d'actifs dédiés au direct lending, qui est vraiment les stratégies de financement de ces entreprises de taille moyenne. Donc, logiquement, on le fait aux États-Unis, puisque c'est là où nous avons commencé notre activité. On s'est mis à prêter aux entreprises mid-market en 2004. Aujourd'hui, on gère 175 milliards de dollars de stratégies dédiées à ces financements mid-market. En Europe, en 2007, on a décidé d'ouvrir ce continent aux solutions ARES en se disant que ce qu'on avait vu aux États-Unis, donc tout le mouvement que je vous ai indiqué en introduction, où les banques ont délaissé ce marché de mid-market, il allait arriver en Europe. Parce qu'on avait exactement les mêmes ingrédients qui conduiraient aux mêmes décisions stratégiques de retrait des banques de ce marché du mid-market. Donc aujourd'hui, on gère quasiment 80 milliards d'euros. On a une centaine d'investisseurs déployés sur 7 marchés distincts. Donc, comme indiqué, le premier bureau qu'on a ouvert, c'est en 2007 à Londres. Les Américains ont toujours tendance à d'abord aller prospecter en Europe depuis Londres parce que c'est la même langue, c'est un peu la même culture, ça limite les risques d'exécution. Mais très, très rapidement, on s'est rendu compte que si on voulait être crédible dans ce marché du mid-market, on ne pouvait pas du tout avoir un prisme anglo-saxon. Et ça, c'est un élément qui est super différenciant chez Ares. On est très, très local. En 2009, on décide d'ouvrir en fait 3 bureaux, un bureau à Stockholm, un bureau à Francfort, un bureau à Paris. Et dans ces bureaux, on a en général une infrastructure. Quand je parle d'infrastructure, c'est vraiment du headcount, du staff très importante. Donc, par exemple, le bureau dont je m'occupe à Paris, il y a une dizaine d'investisseurs dont le job, c'est de prospecter le marché français, de trouver des opportunités de financement, mais vous avez un fonctionnement similaire en Allemagne et une équipe un peu similaire dans les Nordiques. On a attendu 10 ans pour ouvrir 2 autres bureaux à Amsterdam pour couvrir tout le Benelux et à Madrid pour l'Espagne. On a trouvé de l'intérêt sur ces 2 marchés au départ depuis Francfort et Paris. Donc à Paris, on s'est un petit peu occupé de faire de la veille sur l'Espagne et on a vu qu'il y avait un deal flow de qualité. On a commencé à investir d'ailleurs en Espagne depuis la France. Et puis à un moment donné, on s'est dit, oui, en fait, il y a vraiment une opportunité de marché. Allons-y. Recrutons des gens avec la culture qui parlent tous espagnol, c'est tous des Espagnols en fait. Et c'est vraiment la philosophie d'Ares. C'est à un moment donné, il faut une infrastructure locale pour se différencier. Cette année, une- on est ravis de partager le fait qu'on ouvre un bureau à Milan. On a en septembre 2025 pris la décision d'avoir une infrastructure sur place en se disant que le marché italien nous offrait des perspectives de financement très attractives. Peut-être pour revenir sur ces éléments-là, aujourd'hui, le marché européen, il est pénétré de manière assez diverse
en fonction des différentes géographies. Si vous prenez le marché anglais, qui est donc le premier marché qui s'est ouvert au financement du mid-market, aujourd'hui on considère que le taux de pénétration dans le mid-market, il est aux alentours de 80%. Et c'est assez similaire en fait avec les États-Unis. Ce sont des marchés qui ont très rapidement compris que le financement, il serait apporté de manière durable par des institutionnels du type Ares. Si on prend l'autre extrême qui est par exemple le marché italien, on vient de rentrer. Bah, le marché italien, c'est un peu ce qu'était la France en 2011 quand moi j'ai rejoint Ares. Le marché italien, il est pénétré à hauteur de 20%. Donc il y a encore 80% du marché du financement mid-market qui est aujourd'hui apporté par des banques. Mais de manière en fait assez régulière, on a vu ça en Espagne, on a vu ça au Benelux. La proposition de valeur des fonds de dette est inéluctablement va conduire à cette pénétration aux alentours de alors 50-50. Par exemple, en France, aujourd'hui, 50% des financements restent apportés par des banques. On a beaucoup de banques en France, comme vous le savez peut-être. Mais voilà, les fonds de dette aujourd'hui sont vraiment dans le paysage, dans les options de financement aux alentours de 50%. Donc voilà en quelques mots comment nous nous sommes développés. Donc aujourd'hui, on a prêté à plus de 400 sociétés en Europe. On va regarder, et ça c'est encore un axe très différencié chez Ares, à la fois des petites sociétés et des très grosses sociétés. Donc comme vous êtes probablement tous un peu liés au milieu des CGP en France, j'ai quelques exemples à vous donner. Cette année, on a financé une société qui s'appelle Olifant, qui est une société détenue par Seven2, un fonds de private equity et qui fait 8 millions d'euros d'EBITDA. On a également accompagné l'année dernière une plateforme beaucoup plus grosse que vous connaissez certainement, qui s'appelle Crystal, qui est détenue par Goldman Sachs, qui génère aux alentours de 60-65 millions d'euros d'EBITDA. Donc, je vous mentionne ces exemples pour vous montrer que chez ARS, on s'intéresse vraiment dans sa grande diversité au marché du mid-market. Alors maintenant, pour revenir véritablement sur ce qu'on fait, quel est un peu l'ADN d'ARS et pourquoi c'est une stratégie intéressante d'un point de vue investissement. Donc, comme indiqué, on a une infrastructure locale très importante, très différenciante, qui nous coûte évidemment beaucoup plus cher que si on avait un seul bureau à Londres et qu'on envoyait nos investisseurs de ci, de là, en avion ou en train. Mais la raison pour laquelle on veut avoir cette infrastructure locale, au-delà du côté différenciant, c'est que ça nous donne accès à un deal flow. Et comme on a un deal flow généré par ces 7 marchés, on voit passer énormément de transactions. D'ailleurs, ces transactions, on les voit passer directement. On n'a pas besoin de conseils. D'ailleurs, quand on parle de direct lending, c'est direct, c'est vraiment pour mentionner qu'on n'a pas besoin d'intermédiaire pour générer ce deal flow. 95% de nos transactions, ce sont des LBO. Ces LBO vont impliquer des fonds de private equity qui vont racheter des sociétés avec des financements d'acquisition que nous, on va apporter. Ces fonds de private equity ou ces entrepreneurs, CEO, PDG d'entreprises vont être les prescripteurs et vont choisir les typologies de financement. Mais à contrario, nous, on va voir passer beaucoup d'opérations. Donc, je vous disais, nous, on voit passer entre 1300 et 1500 transactions par an, car on a accès directement à ces prescripteurs, à ces fonds de private equity. Bah, moi, par exemple, ça fait 25 ans que je travaille dans ce marché-là. Je connais très bien ce microcosme, que ce soit à Paris, que ce soit également à Londres ou dans d'autres places en Europe. Ça nous donne accès à cette origination. Et comme on voit passer entre 1300 et 1500 transactions par an, on peut véritablement choisir les meilleures sociétés. On fait chez Ares entre 30 et 50 financements par an, ce qui représente d'ailleurs des montants de déploiement assez importants.
Cette année, on sera à plus de 10 milliards d'euros déployés sur cette stratégie de mid-market, mais on est capable de sélectionner véritablement les meilleurs emprunteurs. En faisant 30 à 50 transactions par an, ça veut dire que 95% de mon temps, c'est de dire non à ce que je vois passer. Donc, on a une sélection qui est super importante et cette sélection, elle est cœur dans la capacité après à générer de la performance avec un degré de risque très limité, mais on va revenir sur ces éléments-là. Pour revenir sur l'ADN véritablement des financements ARES, on recherche tout d'abord des entreprises qui ont les moyens de supporter des structures LBO. Comme vous le savez, une structure de LBO, ça passe par un recours à l'endettement. Cet endettement, il est cher, ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de sociétés qui ne peuvent pas se payer, entre guillemets, ces structures-là, ce qui de facto rend le marché adressable très intéressant. On a souvent des secteurs ultra défensifs. Si je prends le portefeuille d'Ares de manière consolidée, il y a 4 secteurs qui représentent aujourd'hui 75% de nos engagements, qui sont des secteurs protégés de la conjoncture macroéconomique. Donc, malgré les titres qu'on voit dans la presse, surtout en ce moment en France, malgré une économie qui peut monter ou descendre, nous, on a toujours la possibilité d'avoir des emprunteurs qui vont performer de manière décorrélée par rapport à ces grands cycles économiques. Donc, les 4 secteurs que je mentionne, bah, les services financiers, donc, comme indiqué, bah, le secteur des CGP en France nous intéresse énormément. On a investi énormément également sur l'Europe entière, y compris le Royaume-Uni, dans ces possibilités d'accompagner les CGP. On a sur les 70 milliards, 80 milliards de fonds sous gestion, une quinzaine de milliards qui est dédié au financement des CGP et au financement aussi d'autres sociétés dans les secteurs financiers comme les courtiers en produits d'assurance. On a beaucoup accompagné et qu'on continue d'accompagner. À côté de ça, on a fait pas mal de transactions dans le service aux entreprises, dans le secteur de la santé et dans le secteur des logiciels. Et si vous faites la somme de ça, vous avez à peu près 75% de nos actifs. Ce qui fait que nous sommes capables de bien dormir la nuit parce que ces sociétés, quelle que soit la conjoncture macroéconomique, vont être saines. Elles vont avoir des revenus récurrents. Au moins sur 3, 4 années, on est capable de pouvoir, entre guillemets, underwriter, donc prendre une vue sur la génération de revenus. On a souvent des sociétés qui sont très profitables, qui arrivent à transformer leurs revenus aux alentours de 20 à 30% sous forme de profit. Donc, avec cette conversion en EBITDA, ils ont largement la possibilité de payer les fameux coûts financiers liés à la structure de LBO. Et puis, par ailleurs, il y a un élément qui est fondamental. Comme je vous l'indiquais, 95% de nos opérations sont dans le cadre de LBO. Et ce qui est intéressant avec les LBO, c'est qu'on a accès aux fameux fonds de private equity. Alors, qui sont ces fameux fonds de private equity? Ce sont des fonds qui ont donc des ressources financières. Donc, on accompagne des sociétés qui sont soutenues par des actionnaires qui ont des poches profondes. En général, ce sont également des fonds de private equity qui connaissent très bien leurs marchés locaux. Donc, si on fait un deal en France, on va faire très attention à ce que on fasse ça avec des gens qui ont une bonne culture de la France. Mais je réplique également ce commentaire sur l'Italie, par exemple, puisque c'est un nouveau marché. On ne va pas trop s'intéresser avec des fonds de private equity qui n'ont pas fait de transactions en Italie. Donc, on fait très attention à ça. En général, ce sont des fonds qui ont également une bonne connaissance et une bonne expertise sectorielle. Donc, nous sommes financiers d'un tour de table qui comprend des actionnaires intelligents et qui ont des ressources financières importantes. Et ça, c'est à prendre en compte dans un tour de table où la partie fonds propres va représenter la très grande majorité des financements. Il faut savoir que nos financements à nous, sous forme de dette, représentent entre 35 et 45% du tour de table. Et nous sommes seniors par rapport au reste du tour de table. Le reste du tour de table, donc on va dire 50 à 55%, ce sont des fonds propres qui peuvent être apportés
par ces fonds de private equity qui peuvent être apportés également par des CEO, des chefs d'entreprise, des fondateurs, mais qui acceptent véritablement de se subordonner par rapport à notre produit de dette. Et ces produits de dette que nous apportons, que l'on dit first lien, sont sécurisés avec un recours sur les titres de nos émetteurs. D'autres éléments assez importants à avoir en tête, 100% de nos financements sont protégés ou ont des protections contractuelles sous forme de covenants. Les covenants sont des ratios financiers qui sont agréés au moment de la transaction et qui engagent l'émetteur sur une durée assez longue, puisqu'il y a des covenants sur les maturités de nos dettes, qui en général font entre 6 à 7 ans, et qui contraignent les émetteurs à performer en ligne avec le business plan que nous, on aura revu, qu'on aura analysé et discuté en comité. Et ça, évidemment, on leur donne une marge de manœuvre. L'idée, c'est pas de les embêter s'il y a 10 ou 20% de déviation par rapport à ce business plan, mais à partir de 30-35% de déviation par rapport à ce business plan, en cas de violation de ces covenants, nous revenons autour de la table, nous pouvons rediscuter avec les émetteurs et de manière en fait assez pratique, nous pouvons repricer le risque. Donc à chaque fois dans notre portefeuille, nous avons soit des émetteurs qui performent très bien, et ça c'est la très grande majorité des cas, et qui nous payent ces fameux coupons revenus d'intérêt que l'on perçoit de manière trimestrielle. Et en cas de sous-performance, on a la possibilité, grâce à ces covenants, de revenir et de rediscuter avec ces émetteurs pour repricer notre risque. L'autre élément fondamental et très différencié d'Ares dans la structuration des opérations, c'est le fait que dans 95% des situations, nous sommes le seul prêteur. Nous considérons que dans un cas de structuration, c'est beaucoup plus flexible pour un chef d'entreprise de n'avoir qu'une seule contrepartie pour discuter. Et on l'a vu sur des opérations qui impliquent beaucoup de M&A, beaucoup de consolidation. Donc le secteur de CGP est un très bon exemple. Le fait de n'avoir qu'un seul prêteur, c'est beaucoup plus flexible. Mais à contrario, quand une situation se détériore, le fait qu'on ait cette unicité de position par rapport à la société, ça nous permet de maximiser et de protéger notre capital. Nous sommes, dans ces cas-là, le seul partenaire de la discussion d'une restructuration. Nous ne devons pas partager, entre guillemets, le temps avec d'autres créanciers. Et dans ces moments de tension, quand la trésorerie est potentiellement en crise, c'est très important d'aller vite. Et ça, c'est absolument fondamental. Le dernier point par rapport à la construction de notre portefeuille et notre ADN, c'est l'extrême diversification de notre portefeuille. Donc aujourd'hui, on fait très attention à ne pas prendre une position trop importante sur un émetteur et on a énormément de capital pour ce faire. Donc on est super diversifié. Comme indiqué, on a des petites entreprises, on a des grosses entreprises. L'EBITDA moyen dans le portefeuille d'Ares, c'est aux alentours de 30 millions d'euros d'EBITDA. Et dedans, vous allez avoir du Olichan à 7-8 millions d'euros d'EBITDA ou du Cristal à 65-70 millions d'euros d'EBITDA. Donc c'est vraiment en moyenne dans le cœur de cible de notre gestion de portefeuille, c'est cette diversification. Le dernier point à mettre en avant, c'est notre capacité à bien gérer l'immensité des datas qu'on reçoit. Donc, on a de la part de nos émetteurs accès aux comptes financiers de manière mensuelle, trimestrielle. On est très souvent censeur au conseil d'administration de nos émetteurs, donc on a accès à énormément d'informations. On a investi dans des systèmes IT de tout premier plan, ce qui nous permet de suivre de manière très fine la performance financière de notre portefeuille et de donner un reporting qui est aujourd'hui vraiment le meilleur qu'on puisse trouver sur ce marché. Donc, on a accès à une information de premier plan et on a également une équipe de gestion de portefeuille qui est une des plus importantes
en Europe. On a 20 personnes aujourd'hui sur les 100 personnes de notre équipe qui sont dédiées à la gestion de ce portefeuille. Sur ces 20 personnes, il y a 5 personnes dont le job, c'est de nous aider en cas de restructuration. Ce sont des personnes ARES, donc salariées par nous, et on a souhaité avoir en interne cette capacité à pouvoir gérer des situations en Europe, potentiellement de restructuration. Comme vous le savez, le marché européen du restructuring est en train de s'uniformiser, mais on est encore avec des tendances un peu différentes entre des géographies qui peuvent être favorables aux prêteurs, comme dans les Nordiques ou au Royaume-Uni, ou en Europe du Sud, où ça reste quand même pas mal à l'avantage des emprunteurs. Donc, on a besoin de bien comprendre ce marché du restructuring et c'est pour cela qu'on a souhaité s'équiper de compétences in-house. Donc, voilà pour la présentation de notre plateforme. La slide d'après vous présentera notre équipe avec la répartition par géographie de notre équipe. Donc, je pense que ça, on en a déjà bien Ouais. parlé. Je crois que la slide d'après, c'est pour Hervé ou Thomas. Ouais, merci, merci Aurélien encore une fois pour cette introduction extrêmement importante sur votre belle maison donc qui est Arès. Moi, je retiens deux choses. Et je vais surtout laisser la parole à Thomas, mais vous avez, je reprends vos mots, hein, vous avez dit que vous dormez bien parce que justement vous étiez assis sur des jolies signatures avec des covenants, etc. Et ça, je pense que c'est effectivement primordial, notamment pour les gens qui nous écoutent, parce que derrière eux, ils ont leurs clients. Il faut qu'ils leur apportent des solutions, mais les plus sécurisantes possibles. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Et puis, vous avez évoqué le sujet du financement des CGPI. Je pense que vous allez avoir beaucoup d'appels après ce webinaire pour potentiellement les personnes qui nous écoutent, qui cherchent des financements. Blague à part, non, l'idée, c'est que maintenant, on puisse effectivement rentrer un petit peu plus dans à la fois dans le détail des fonds, on l'évoquera juste après, mais juste avant ça, Thomas, je te laisse un petit peu la main. Pourquoi aujourd'hui tu as sélectionné la dette privée? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, encore une fois, les avantages des deux côtés, j'ai envie de dire côté investisseur et puis côté entrepreneur de la dette privée? Et puis Aurélien fera peut-être un focus important sur le marché qui est encore une fois en train d'exploser. D'après les chiffres que j'ai vus, il va doubler d'ici 2029-2030. Aurélien reviendra avec effectivement quelques données sur le marché. Ouais, merci beaucoup, Hervé. Effectivement, nous avons souhaité organiser aujourd'hui ce webinaire sur la dette privée car nous sommes convaincus que c'est une classe d'actifs qui fait sens dans une allocation patrimoniale. C'est une classe d'actifs qui est devenue depuis maintenant quelques années une classe d'actifs à part entière, qui attire, comme vous le savez, de plus en plus de capitaux de la part d'investisseurs privés, car elle permet de combiner plusieurs avantages qui sont du rendement, de la visibilité et également, Aurélien l'a un peu mentionné, une protection accrue. En effet, aujourd'hui, un des premiers avantages de cette classe d'actifs, c'est qu'elle permet d'avoir un rendement attractif et régulier. Attractif car les rendements qui sont offerts aujourd'hui par les investissements en dette privée sont souvent supérieurs à ceux générés par des obligations cotées, ce en contrepartie aussi d'une prime d'illiquidité et de la complexité du côté sur mesure que ce type d'opération engendre. Dans un second temps, ces investissements en dette privée sont souvent adossés à des revenus réguliers, récurrents, sous la forme du versement de coupons périodiques contractuels, alors qui peuvent être mensuels, trimestriels dans la plupart du temps, et qui apportent bien entendu une visibilité accrue pour les investisseurs privés sur les flux de trésorerie qui vont leur être remontés. Donc ça, c'est un des principaux avantages aujourd'hui de cette classe d'actifs. Parallèlement, vous avez aussi une protection qui est renforcée quand vous investissez dans cette classe d'actifs. Pourquoi? Et Aurélien l'a un peu mentionné en préambule, ce sont souvent des opérations qui sont majoritairement des opérations de dette senior de premier rang. C'est-à-dire qu'elles sont
assortie d'une priorité de remboursement en cas de défaut ou de contre-performance par rapport soit à d'autres prêteurs en dette subordonnée ou les investisseurs en capital. Donc ça, c'est un des éléments importants et ce sont souvent ou très majoritairement des produits qui sont adossés aussi à des garanties réelles et des covenants financiers stricts. Ça, c'est un autre élément. Ensuite, on est aussi dans la majeure partie des cas sur des produits de dette privée qui sont à taux variable, c'est-à-dire que la rémunération de ces produits va être basée sur l'évolution à la hausse ou à la baisse de taux bancaires de référence, ce qui va offrir à l'investisseur une protection naturelle, tout d'abord contre l'inflation, et de bénéficier, et c'est le cas encore aujourd'hui, d'un environnement de taux élevé. Ça, c'est important. Et enfin, on ne l'a pas encore démontré jusqu'à présent, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, Ares est un des pionniers de la dette privée en Europe, c'est son taux de perte historique, qui est un des critères fondamentaux que l'on va regarder, nous, dans notre sélection des gérants. Ce taux de perte historique est extrêmement faible. Qu'est-ce qu'il vient traduire? C'est tout d'abord la qualité des sociétés qui sont financées. C'est également aussi la robustesse de la sélection de la part de gérants comme Ares ou encore LGT, qui est un autre gérant présent dans notre fonds, et également la capacité à bien suivre les sociétés sous-jacentes en cas de retournement de cycle, qui permettent d'apporter toute la valeur ajoutée, toute l'expertise mise à disposition par ces gérants aux sociétés sous-jacentes. Voilà. Donc, on va dire que les deux principaux avantages, c'est ce rendement attractif et régulier face à une protection accrue. Enfin, on peut aussi compléter nos arguments par deux autres critères clés, qui est tout d'abord que la performance de la dette privée repose sur les fondamentaux des actifs sous-jacents et non sur une évolution des marchés, comme peuvent l'être les obligations cotées. Donc, vous allez vraiment générer une performance sur les capacités opérationnelles et financières des entreprises financières. Et enfin, Aurélien l'a dit, un autre attrait de la dette privée, c'est que c'est un produit qui permet d'avoir une forte diversification. En tout cas, c'est ce que le PAMS va rechercher lorsque l'on va sélectionner et analyser les gérants de dette privée. Ça peut être une diversification par émetteur, c'est-à-dire par nombre de lignes sous-jacentes, mais également par secteur et par géographie. Voilà. Donc, sur tous ces éléments, ces avantages que permet de combiner aujourd'hui la dette privée, nous sommes convaincus que ça en fait une classe d'actifs importante et qui a tout son sens dans une allocation patrimoniale. Maintenant, je laisse la main de nouveau à Aurélien qui va pouvoir nous expliquer plus en détail l'évolution du marché de la dette privée sur ces dernières années. Merci beaucoup Thomas. Alors peut-être pour déjà, entre guillemets, poser le débat, on est aujourd'hui dans des conditions extrêmement favorables. L'opportunité de marché de 2025, d'ailleurs qu'on voit se caractériser sur toutes les géographies de la plateforme d'Ares, donc ce n'est pas un commentaire propre à la France, c'est que le marché du M&A est plutôt dynamique. Le marché du M&A est alimenté également par le private equity, donc c'est M&A plus private equity. Il est très dynamique parce qu'aujourd'hui, on estime aux alentours de 450 milliards d'euros des investissements qui ont déjà été réalisés par des fonds de private equity, donc avec une partie en equity qui est la partie bleue à gauche du bar chart, et en dette, ce qui est la partie marron, au-dessus. Donc, ces 465 milliards, ça représente en Europe combien les fonds de private equity ont investi, dette et equity. Aujourd'hui, on a rapporté ce montant avec la poudre sèche, c'est-à-dire que le cash qui a été levé par les fonds de dette, qui est en attente d'être investi, et on estime
cette poudre sèche aux alentours de 70 milliards, donc 7 fois moins. On considère donc aujourd'hui qu'il y a 450 milliards d'actifs qui vont avoir besoin de refinancement, qui vont avoir besoin de cession, ce qui va impliquer des nouveaux financements. Et à côté de ça, la capacité à financer ces nouvelles opérations, c'est assez réduite, c'est 70 milliards. Ce qui veut dire que pour nous, et comme je vous l'ai indiqué, vraiment la clé de notre ADN, la clé de notre performance, c'est cette sélection. On est absolument convaincu qu'on va avoir à la fois beaucoup de transactions qui vont arriver et par ailleurs, on va avoir l'embarras du choix. On va pouvoir, pour chaque euro qu'on va pouvoir investir, avoir à peu près 7 fois de multiples de transactions pour pouvoir choisir les meilleurs émetteurs. Puis on passe donc contexte de marché qui est éminemment positif. Et si on regarde le bar chart à droite, on a souhaité vous montrer en nombre de transactions le classement des différents fonds de dette. Donc il y a certainement des logos que vous allez reconnaître. Si on se concentre sur Ares, donc le leader tout à gauche, vous voyez à la fois qu'on est de très loin le plus gros aujourd'hui gérant sur cette stratégie de dette privée mid-market, mais également, on est très fort au Royaume-Uni et très fort en Europe. Alors que certains de nos concurrents, ils peuvent être, par exemple, très forts en Europe et très faibles au Royaume-Uni. Nous, on a vraiment cet équilibre-là et on est capable de surdominer ce marché parce que on a cette infrastructure locale dont on a parlé en introduction. Je pense que c'est une bonne conclusion par rapport à pourquoi nous avons construit notre business de cette manière-là. Alors, si on passe à la slide suivante, elle va vous montrer un autre élément qui est super intéressant. Si on regarde la courbe avec beaucoup de volatilité des très grosses opérations, vous voyez qu'en fait, c'est très gros deals de M&A. Alors, eux, ils sont, pour le coup, il y a énormément de volatilité. Il y a des années où c'est des records et puis des années où c'est très difficile de trouver des opérations. Et en particulier, on l'a vu au moment où les taux d'intérêt des banques centrales sont remontés. En fait, ces opérations, ces très grosses opérations, elles ont été très, très, très difficiles à structurer. À côté de ça, de manière centrale, ce qui est en marron, vous voyez les opérations en fait, de mid-market. Et là, vous n'avez pas du tout la même volatilité. Donc, c'est pour vous illustrer ce qu'on disait en introduction, c'est que le grand attrait de ce mid-market, c'est qu'on est vraiment protégé des soubresauts, des grands paramètres macroéconomiques sur lesquels des gérants comme nous peuvent avoir des vues informées, mais on n'a pas de boule de cristal. Cela dit, sur notre marché, qui est le marché du mid-market, c'est beaucoup plus sain, c'est beaucoup moins volatile. Et sur la partie de droite, vous avez notre production sur l'année 2025. Donc, comme je vous le disais, avec cette stratégie qui est très sécurisée, qui est basée sur la sélection, grâce à notre infrastructure locale, on est capable de déployer des sommes vraiment importantes. 11,5 milliards d'euros sur l'année 2025. Et ce qui est assez intéressant également, c'est que grâce à notre portefeuille existant, donc aujourd'hui on a plus de 150 sociétés en portefeuille, on a fait plus de 400 opérations depuis le début, mais aujourd'hui on a 150 emprunteurs dans la plateforme de Direct Lending RS. Vous avez des émetteurs qui finalement ont des vies qui vont nécessiter du financement à plusieurs étapes. Par exemple, ça peut être le besoin de financer une croissance externe. Ça peut être un refinancement. Mais c'est très intéressant, c'est qu'on n'est pas tributaire dans ce cadre-là d'un deal flow parce que ce sont des opportunités propriétaires. On est déjà prêteur de ces sociétés. La grande majorité de notre déploiement, plus de 50% de notre déploiement, c'est le portefeuille, c'est la base installée d'Ares qui va le générer. Et ce qui est super dans ce cadre-là, c'est qu'il n'y a pas trop de compétition. Les emprunteurs, dans ces cas-là, ils viennent voir leur banquier existant.
Et c'est des opérations qui se font aux conditions véritablement qui ont été agréées au deal original. Donc ça également, d'un point de vue déploiement, sans remettre en cause notre extrême sélectivité, vous avez la possibilité, en venant chez Ares, de vous dire, bah, en fait, je ne prends pas un risque euh, trop important sur ma capacité à déployer, parce que d'abord, on est sur le mid-market. Le mid-market, il est moins volatile que les grosses opérations, comme indiqué, mais également, on a le bénéfice de cette base installée qui va venir naturellement grossir le deal flow chez nous. Alors, pour revenir peut-être et pour vous illustrer sur la slide d'après, sur ce qui se passe aujourd'hui et pourquoi on est intéressé sur l'opportunité de marché, c'est véritablement la nécessité pour les fonds de private equity qui ont investi, je vous le disais, plus de 450 milliards d'euros, de trouver des solutions de liquidité pour leurs investisseurs. On a souvent un KPI qui s'appelle le DPI, le DPI, qui va mesurer quel est en fait le montant par rapport à un fonds investi qui est remonté. Et si ce DPI est supérieur à 1, bah, ça veut dire qu'en gros, les investisseurs des stratégies de private equity ont récupéré ce qu'ils ont investi. Et si vous regardez l'évolution de ce DPI depuis 2017, on était aux alentours de 1 en 2017, donc ce qui est à peu près normal pour une année, mais les DPI se sont effondrés. On était à 0,7 en 2018, 0,3 en 2019 et 0,2 en 2020. Et ça va véritablement illustrer le propos qui est ces 450 milliards d'euros qui sont investis, qui ne retournent pas chez leurs investisseurs, vont à un moment donné nécessiter des solutions pour permettre à l'argent de revenir aux investisseurs. Alors, ces solutions, vous les avez ici. Ça peut être des opérations secondaires, ce qu'on appelle des transactions entre fonds, où un fonds de private equity rachète à un autre fonds de private equity. Ça peut être des refinancements. Donc, un émetteur a une structure de financement en place. On arrive au bout des maturités. Il faut trouver une solution. Il faut potentiellement renvoyer un petit peu de cash au fonds de private equity. Et donc, elle va dans le marché, elle va faire une recap. Ça, on en voit pas mal en ce moment. Ça peut être des fonds de continuation où un fonds de private equity veut rester gérant d'une société parce que la société a bien performé, qu'il y a encore beaucoup de croissance à aller chercher, mais au lieu de la vendre à un autre GP, à un autre manager de private equity, il va la garder chez lui et faire tourner en fait ses investisseurs à lui en faisant ce qu'on appelle un fonds de continuation. Ce qui est assez intéressant quand il y a des fonds de continuation, c'est que souvent la partie financement de l'émetteur est également refinancée. Donc, ce qui peut être une façon pour nous de trouver des opérations. Donc, si vous regardez toutes ces situations, on est vraiment excité par la prospective d'un marché du private equity mid-market qui va continuer sur une tendance haussière. Et là, comme vous le voyez, à droite, les nombres d'introductions par an ont véritablement décollé. Aujourd'hui, on est aux alentours de 1400 opérations qu'on a regardées sur l'année 2025. Mais dans les bulles, vous voyez le taux de sélection, 3,2% en 2009, 3,2% en 2025. Donc, on n'a jamais sacrifié à un moment donné notre sélectivité par rapport à notre capacité à déployer. On peut déployer beaucoup, 11 milliards et demi en 2025, mais tout autant en gardant véritablement cette sélectivité. Voilà en quelques éléments nos conclusions sur l'opportunité de marché. Hervé Thomas, si vous voulez reprendre la main. Oui, avec plaisir. Merci Aurélien, c'est effectivement très clair. Là, l'idée, c'est qu'on rentre un petit peu plus, on arrive à la fin du webinaire, mais qu'on rentre un petit peu plus dans le détail sur effectivement, là, on a vu effectivement à la fois la présentation de cette jolie maison KRS et puis surtout les faits sur le marché, en quoi le marché, effectivement, vous l'évoquiez, 2025 va être une très belle année. Encore une fois, le marché de la dette privée devrait doubler dans les 4-5 prochaines années. C'est comment on fait aujourd'hui, nous, côté PAMS, pour pouvoir
positionner les investisseurs privés sur cette stratégie et on essaye de le faire de la manière la plus diversifiée possible, puisqu'encore une fois, c'est l'ADN du groupe. C'est avant tout, on s'adresse à des clients patrimoniaux, des investisseurs privés qui veulent aller sur la classe d'actifs, mais qui veulent le faire de manière la plus voilà, défensive possible, même si bien évidemment, ça reste des produits à risque. Et effectivement, c'est pour ça que avec Thomas et ses équipes, on a structuré donc le FPS PAMS Credit Solutions, qui est ni plus ni moins qu'un fonds de fonds qui va vous donner accès à de belles maisons sur la dette privée, notamment Ares, dont on a parlé à travers un de ces véhicules, on en parlera juste après, mais vraiment cette vocation encore une fois, de vous offrir quelque chose qui soit très diversifié sur différentes stratégies d'ailleurs de la dette privée, puisque même si la dette privée reste une stratégie en elle-même, elle a des sous-catégories, mais je vais laisser Thomas en parler un petit peu plus et notamment là, de parler très rapidement des fonds qu'on a sélectionnés. Oui, merci Hervé. Donc encore une fois, dans ce contexte favorable, effectivement, nous avons structuré un fonds diversifié qui est aujourd'hui composé de trois gérants sous-jacents, dont Ares, comme vous l'avez compris. L'objectif, c'est d'investir à la fois dans des fonds evergreen et des fonds vermeils. Les fonds evergreen présentent l'avantage de mettre l'argent au travail le plus rapidement possible et de générer du revenu rapidement, et le fonds fermé comme le fonds de LGT qui sera un moteur de performance additionnelle. Donc c'est un peu dans cet objectif que l'on a construit pour l'instant ce portefeuille-là. Donc aux côtés d'Ares, vous retrouvez le fonds M-Loan, qui est un fonds de dette qui prête en parallèle des financements bancaires, qui est géré par un des acteurs mondiaux historiques de la dette, qui est Musinic, qui a plus de 36 milliards d'actifs sous gestion, donc un acteur établi et dont l'expertise au travers des différents millésimes précédents a été démontrée. Aux côtés de ce fonds et d'Ares, vous trouvez le fonds fermé qui est CEPD4, qui est un fonds de dette privé géré par LGT, qui est également un des principaux spécialistes mondiaux de l'investissement en dette privée. C'est une équipe qui est présente sur ce marché depuis de nombreuses années, qui lance aujourd'hui son 4e millésime, une équipe senior et qui a réalisé à date plus de 130 opérations de financement. Donc on est ici sur trois acteurs établis qui font preuve d'une excellente expertise dans leur domaine, et c'est un produit, encore une fois, qui répond aux principes dont on avait évoqué précédemment, des fonds qui distribuent, que ce soit d'un point de vue trimestriel ou annuel, et on est sur des équipes également qui ont un track record éprouvé avec un taux de perte historique. Peut-être que Aurélien, tu reviendras par la suite, mais si on prend par exemple aujourd'hui le fonds de LGT, qui a un taux de perte historique inférieur à 2% sur l'ensemble des opérations de dette privée qu'ils ont eu l'occasion de mettre en œuvre ou de financer jusqu'à présent. Peut-être que... Ouais, oui, Aurélien, si tu peux rentrer peut-être un peu plus en détail sur le fonds Ares ASIF que nous avons sélectionné dans ce fonds de dette diversifié. Oui, bien sûr. Alors peut-être on peut effectivement aborder d'abord la performance d'Ares. Donc le fonds ESIF, Ares European Strategic Income Fund, c'est une façon d'avoir accès donc au travers d'un fonds semi-liquide au deal flow dont on vient de parler. Donc il n'y a pas de deal flow séparé pour ce véhicule-là. C'est un véhicule qui va investir de manière pari passu avec les stratégies institutionnelles d'Ares et qui va avoir accès vraiment à la stratégie qu'on vient de vous présenter. Il est représenté, la liquidité de ce fonds est assurée par une quotité de l'ordre de 30% des encours sur des bonds, sur des gros leverage loans, dont la liquidité est assurée dans le marché secondaire, qui va permettre du coup d'avoir des rachats et des souscriptions mensuelles, qui est le gros point différenciant de cette stratégie, mais l'investissement va être réalisé avec la même philosophie et au travers de la plateforme européenne qu'on vient de vous présenter, donc avec
la même protection à la baisse, des instruments sécurisés avec des covenants. Ce sont des instruments qui sont à taux variable, donc qui bénéficient aujourd'hui du niveau des taux d'intérêt. Mais là encore, on a, nous, une expérience très forte de la gestion de la performance dans toutes les conditions d'évolution des taux d'intérêt. On a fait de la performance quand les taux étaient à zéro, on a fait de la performance quand les taux étaient à 2-3%. Donc rien de ces éléments-là ne viendra changer notre capacité à générer de la performance et le faire avec un respect très important et une attention particulière à la protection à la baisse. Alors si on passe à la slide suivante, pour mettre en musique aujourd'hui la performance d'Ares, on a depuis 2007, et compte tenu de toutes les crises que vous avez, dont vous vous souvenez certainement, la grande crise financière de 2008, la crise de l'euro 2011-2013 au niveau des souverains, le Covid, l'inflation, la remontée des taux, l'invasion russe en Ukraine. Donc là, j'ai au moins 5 grandes crises qui se sont déroulées pendant notre existence. Nous, comme on a commencé depuis 2007, on est le seul fonds de dette qui peut vous montrer notre performance sur une période qui inclut toutes ces crises. On a généré un TRI net de nos frais de gestion et de notre carry de 10,3%. Donc, on a une capacité à vous générer de la performance, que ce soit dans des conditions positives économiques, mais également dans des conditions de stress et de volatilité dans les marchés de capitaux. Et à côté de ça, on a perdu, alors nous, ce n'est pas 2%, c'est 0,02%. C'est 2 points de base. Donc, on génère 10,5% de TRI et on perd 0,02%, ce qui est insignifiant. Et ça, c'est vraiment pour mettre en avant la diversification, le fait qu'on est extrêmement sélectif, mais également la nature des produits. Il y a des covenants, et ça, c'est à la fin des fins, c'est quand même c'est fondamental. Et cette capacité à avoir cette équipe de restructuration en interne qui nous permet de gagner du temps, puisque nous sommes les seuls prêteurs autour de la table sur 95% de nos opérations. Si on passe à la slide suivante, ça vous donnera un aperçu du fonds ESIF, celui qui est proposé aujourd'hui. Donc, comme indiqué, si vous regardez le camembert qui se situe à gauche, la très grande majorité des prêts, ce sont ces fameux prêts First Lien, dette senior, qui sont originés par la plateforme Ares. Et 25%, la partie marron, c'est ces fameuses grosses opérations liquides. Et par ailleurs, je souhaite mentionner qu'Ares est un des principaux acteurs dans le marché liquide de la dette cette fois-ci, donc ce qui nous donne la possibilité de rajouter dans ESIF cette poche de liquidité qui permet les entrées et les sorties de manière mensuelle. Aujourd'hui, on a levé beaucoup d'argent sur cette stratégie-là. On a déjà levé aux alentours de 4 milliards d'euros. Donc on est très content de la performance en termes de commercialisation d'ESIF. On a plus de 300 émetteurs dans le portefeuille. Alors, vous allez me dire, oui, mais vous avez 150 en dette privée, comment on peut en avoir 300? La différence, ce sont toutes les positions sur les dettes liquides, sur les bonds, sur les loans des grosses sociétés qui fait la poche de liquidité du fonds. Et puis, sur le camembert du milieu, ça, vous voyez ça dans toutes nos stratégies chez Ares, l'extrême diversification à la fois d'un point de vue géographique. Le Royaume-Uni, ça représente aujourd'hui 40% de nos encours. Le reste est très bien diversifié et on est très content d'avoir l'Italie qui commence à grossir dans la répartition de nos actifs. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un point qui est très intéressant. Nous, on va financer des entreprises internationales. Donc finalement, le fait qu'elles soient au Royaume-Uni, c'est une donnée en tant que telle, mais la société à laquelle on va prêter ne va pas faire que du chiffre d'affaires au Royaume-Uni. Ce sont en général des sociétés mondiales.
Et donc, on est encore plus diversifié si on regardait le même camembert, mais en fonction du chiffre d'affaires de destination de nos émetteurs. Ça, c'est le premier point intéressant. Et le deuxième point, c'est on a parlé des taux directeurs des différentes banques centrales. Donc aujourd'hui, on a une exposition à l'euro, qui représente peut-être 50% à peu près de nos encours, mais également notre fonds investi en dollars, notre fonds investi en livres sterling, compte tenu de l'extrême diversification en termes de chiffre d'affaires de nos émetteurs. Ce qui donne un avantage assez intéressant à notre performance, parce qu'au-delà d'aller capter la performance de l'Euribor, qui aujourd'hui est aux alentours de 2%, on a également la possibilité de bénéficier du SOFR, qui va être le taux de base pour les opérations en dollars ou en livres sterling, qui, elle, se situe plutôt aux alentours de 3%, voire même un peu plus. Et puis sur le camembert de droite, vous avez la répartition sectorielle, donc comme indiqué, avec 4 secteurs qui sont très représentés chez nous, mais qui assurent cette véritable diversification. Pour revenir sur des éléments qu'on a également mentionnés, 92% du temps, il y a un sponsor de private equity dans les opérations qu'on va financer. On est éminemment exposé à des produits de taux variables, ce qui veut dire que dans les années de taux élevés comme en ce moment, bah, en fait, la rémunération bénéficie à nos investisseurs. Et puis, nous sommes exposés sur des produits qui sont first lien, donc senior, ça c'est 95% aujourd'hui de notre portefeuille. Donc voilà en fait la présentation des CIF. On peut finir par une étude de cas qui est assez révélateur, qui est la slide d'après, une société qu'on a accompagnée qui s'appelle ECF. Je voulais prendre 2 minutes dessus parce que à la fois ça permet d'illustrer le type de société qu'on va retrouver dans le portefeuille, mais également de vous expliquer que grâce à notre agilité, du fait qu'on a des fonds de taille très significative, quand les banques disparaissent du marché, comme à chaque fois qu'il y a des hausses de volatilité dans les marchés de capitaux, nous avons la possibilité de venir les remplacer et financer des très grosses sociétés. Alors ECF, peut-être que ce terme et ce sigle ne vous dit rien, Ecoted Showmet Favor, c'est une société plus que centenaire qui va fournir des petits équipements à la restauration au niveau mondial, mais qui a commencé son activité en France, à Paris, au Halles, à la fin du 19e siècle, et qui était leader à l'époque, ça me fait toujours sourire, sur la production et la commercialisation d'ardoises et de craie. Vous vous souvenez, l'ardoise, la fameuse ardoise, bah, en fait, c'est ECF, Ecotel Chaumet Favor, qui a commencé à commercialiser ses produits à Paris. Alors aujourd'hui, c'est une société qui est super mondiale. La France ne représente plus que 35% du chiffre d'affaires. Elle a été achetée en 2023 par un fonds de tout premier plan à Paris qui s'appelle PAI. PAI, c'est Paribas Affaires Industrielles. C'est vraiment l'aristocratie du private equity en France. Ce sont des gens qu'on connaît très bien, qui ont cette capacité à rassurer de manière institutionnelle les contreparties. Et PAI s'est intéressé à ECF parce que société très diversifiée. ECF va vendre vraiment des objets critiques pour les restaurants, des assiettes, des verres, des couverts, enfin des choses dont vous avez besoin pour opérer une activité normale de restauration. Donc c'est très récurrent. Et ils se sont au départ attelés à aller travailler avec les banques existantes d'ECF, parce que ECF est en LBO depuis une quinzaine d'années, avec des banques traditionnelles, je ne vais pas les citer, mais les principales banques françaises. Et à l'époque 2023, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est une époque anxiogène, avec l'inflation, le coût de l'énergie, le coût des matières premières, qui impactent énormément la macroéconomie. Les banques se sont complètement fermées, pour des raisons d'ailleurs qui sont très indépendantes de CF, puisque la société performait très bien. Mais elles sont tributaires à un moment donné de effectivement l'appétit d'un comité des risques qui
lui va regarder effectivement le niveau de volatilité des marchés de capitaux, parce que comme vous le savez, les banques, elles se financent dans les marchés publics. Et donc, ils n'ont pas eu, PAI n'a pas eu d'autres alternatives que venir voir un acteur qu'elle connaissait, hein, Ares, on a déjà fait des deals avec eux, mais également quelqu'un capable d'écrire un chèque significatif. Là, pour financer PAI, on a fait un financement de 450 millions d'euros, donc c'est très significatif, auquel se rajoute une cinquantaine de millions de crédits d'acquisition qui sera décaissé plus tard pour financer du M&A. Donc quasiment 500 millions d'euros dans une enchère. Donc il y avait d'autres gens qui étaient en compétition contre PAI. Et donc avoir un banquier qui est capable d'écrire 500 millions dans un contexte d'enchère avec un timing serré, c'est un vrai avantage compétitif. Et grâce à ce positionnement, on a généré une dette qui est plutôt bien structurée en termes de risque. On a 4,7 fois de risque, qui est très en ligne avec le profil de CF. Une marge de 6,75%, plus évidemment le Euribor, hein, qui à l'époque était plutôt à 3%. Donc on avait déjà Euribor plus marge, quasiment 11% de rendement sur ce nom, et des commissions d'origination qui viennent rémunérer le temps passé à structurer l'opération, à faire toute l'analyse du risque, de plus de 3%. Donc, le TRI qu'on a généré sur ECF sur 3 ans, en annualisant les 3% de commission d'origination, est compris entre 11 et 12%. Et évidemment, avec les protections de Covenant dont on a parlé pendant la présentation. Ça, c'est très intéressant de vous montrer à la fois la proposition de valeur sur ces grosses opérations. On ne va pas le faire de manière systématique. Parce que quand les conditions de marché sont plutôt propices, ces grosses opérations, elles sont financées à des conditions ultra agressives par les banques ou par d'autres fonds de dette. Et nous, on ne veut pas rentrer dans cette, entre guillemets, course à la concurrence qui va venir limiter à la fois le pricing et puis les protections, mais de manière très opportuniste, quand on a des situations où on est le seul prêteur, on ne se prive pas de venir financer des sociétés de taille très intéressante. Et le deuxième point, c'est qu'on fait 11-12% de TRI sur cette opération. Le fonds ESIF, nous, on considère qu'on va générer un rendement qui va être compris entre 8 et 9%. Donc, ce 8 à 9%, il ne nous paraît pas du tout irréaliste compte tenu de notre capacité à générer des TRI qui sont à plus de 10% quand on va venir financer les sociétés. D'ailleurs, les commissions d'origination, pour être tout à fait clair, ce n'est pas des commissions qui vont chez Ares, hein, ce sont des commissions dont le 100% du bénéfice va à nos investisseurs, évidemment. Voilà. Merci Aurélien. On arrive effectivement à la fin du webinaire. La petite minute commerciale, c'est obligatoire, vous en avez l'habitude. Mais surtout parce qu'encore une fois, ce que j'ai trouvé intéressant aujourd'hui, c'est que je pense qu'on vous a débroussaillé un petit peu ce marché de la dette privée, les différents acteurs et encore une fois la nécessité de s'adosser à des gérants de premier plan, surtout pour vos clients qui sont pour certains des primo-accédants à la classe d'actifs du non-coté. Je trouve que c'est extrêmement rassurant de pouvoir les adosser à des experts, encore une fois, des gérants mondiaux qui ont fait leurs preuves depuis plusieurs années. Donc ça, je pense que c'est un point qui est extrêmement important. Et puis à ça, on a ajouté, j'ai envie de dire, la patte du groupe, un de troisième, à savoir la diversification. On a vu Aurélien présenter sa belle maison et toutes les qualités qu'elle a. Thomas a évoqué rapidement aussi deux autres maisons qu'on a sélectionnées, qui ont aussi de très jolis atouts, qui est Musinic et LGT. Et l'objectif, c'est justement de dire à votre client, bah, à partir de 100 000 euros, vous pouvez vous exposer à trois grands gérants de dette privée mondiale. Là où normalement, si vous voulez rentrer en direct, c'est entre guillemets 100 000 euros chacun, donc 300 000 euros. Il faut déjà pouvoir se positionner sur des tickets comme ça. Bah là, à partir de 100 000 euros, vous avez accès à trois très grands gérants de dette privée mondiale. Donc ça, c'est ce que je retiens, c'est une diversification sur trois gérants de premier plan. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est pas d'appel de fonds. On l'a évoqué notamment par le fait qu'on investit sur des sous-jacents pour certains qui sont evergreen, donc une capacité de déploiement très rapide. Donc pas d'appel de fonds pour les investisseurs. Et ça, encore une fois, on sait que le primo-accédant, l'investisseur privé n'a pas forcément la gymnastique
des intellectuels sur la gestion des appels de fonds. Donc, on évite ce sujet-là. Il n'y a pas d'appel et un déploiement rapide. Donc, ça, c'est un point extrêmement important. Le troisième point, c'est bien évidemment la distribution courante, puisque, encore une fois, le fonds vise une distribution semestrielle de 2,5% par semestre, donc 5% par an, plus une partie qui sera donc capitalisée et, entre guillemets, payée à l'échéance du produit. Donc, une distribution courante, c'est-à-dire que plus on va avancer dans le temps, plus l'investisseur va se dérisquer, puisque progressivement, il va recevoir des distributions. Et ça, je pense que c'est extrêmement incertain, surtout dans l'environnement un petit peu incertain, justement, qu'on connaît actuellement, avec Trump d'un côté, les différents conflits qu'on a aux quatre coins du monde, des taux qui peuvent un petit peu bouger, la géopolitique et la politique française, même si les expositions de nos fonds sont plutôt européennes, voire pour certains nord-américaines. Cette jolie diversification permet justement, encore une fois, d'éviter les différents soubresauts qu'on pourrait avoir dans les prochaines années. Donc, je pense que ce véhicule-là, il est extrêmement bien adapté pour des investisseurs privés qui veulent, encore une fois, se positionner sur la classe d'actifs et le faire de la manière la plus diversifiée, obtenir le meilleur couple rendement-risque sans forcément avoir voilà, des horizons de placement de 10-15 ans comme on pourrait avoir sur des fonds de private equity traditionnels. Là, c'est, je pense, le bon compromis dans l'environnement qu'on connaît, de pouvoir se positionner sur du non-coté avec un risque-rendement voilà, relativement optimisé, puisqu'on va viser un TRI net investisseur de l'ordre de 7,5%. Donc, très belle solution que vous pouvez retrouver donc directement sur la plateforme donc pams.pe. N'hésitez pas à vous onboarder sur la plateforme, vous aurez accès donc effectivement à l'ensemble de nos offres et donc notamment ce très joli véhicule Crédit Solutions qu'on met en avant aujourd'hui. Merci Aurélien, merci Thomas, merci Aurélien pour vos éclaircissements sur le marché. Je pense que c'était extrêmement intéressant. Merci Thomas aussi pour, encore une fois, les explications pourquoi tu as sélectionné telle ou telle maison. Je pense que ça apporte encore une fois des clés de lecture à notre auditoire aujourd'hui et ça, c'est extrêmement intéressant. Bonne journée à tous et à très bientôt. Merci. Au Merci revoir. à tous.